Salut à tous les amis, vous avez l'habitude maintenant avec Stéphane, on va vous débriefer la compétition de week-end en France. C'était les championnats de France élite. Il y a eu des moments très forts, des minima, des confirmations de minima, des pleurs, des joies, beaucoup d'émotions, notamment au sujet de Pascal Martino-Lagarde également. Pour tout savoir sur ça, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ouais Alex, c'était le rendez-vous immanquable de cet été pour la plupart des athlètes français qui voulaient participer ou qui veulent participer au championnat du monde de Tokyo. C'était le grand rendez-vous, ça s'est passé à Talence depuis vendredi dans des conditions quasi exceptionnelles en termes de météo. Moi j'y étais, je me suis vraiment régalé. Un public vraiment porté à l'attention des athlètes, vraiment bienveillant. Et j'ai trouvé ce public vraiment super connaisseur. C'était vraiment du très très lourd ce qui s'est passé à Talence dans une super ambiance. Le stade est exceptionnel. Donc franchement, je me suis régalé avec déjà la grosse performance d'après nous avec Alex de ces championnats de France élite à Talence. C'est Gabriel Bordier. Il a frappé un énorme coup de massue à tous les favoris internationaux de la marche. Alex, décrypte-nous ça parce que c'était dingue. Moi, j'y étais et c'était fou. On n'aurait pas pu le suivre en courant. Un peu à l'image de Warholm sur le 300 mètres haies, on peut pas parler de record du monde. C'est une meilleure performance mondiale de tous les temps. Mais bon, on va faire des petits raccourcis entre nous, on va dire que c'est un record du monde. L'épreuve n'est pas homologuée au point de vue World Athletics, elle n'est pas officielle à 100%, mais elle existe. Et Gabriel Bordier, il a fait le record du monde du 10 000 mètres sur piste. 37 minutes 23 secondes et 99 centièmes sur 10 000 mètres en marchant. Essayez déjà de le faire en courant. Ça serait déjà un très beau chrono. Les gens qui courent en moins de 40 minutes le 10 bornes, vous qui nous écoutez, je suis sûr qu'il y en a qui le font même pas. Et lui, il le fait en marchant. C'est vraiment impressionnant. L'ancien record du monde appartenait à un japonais, Takahashi. Il avait fait 37 minutes 25 et 21 centièmes, c'est-à-dire qu'il a battu que de 1 seconde et 2 dixièmes. C'était vraiment à couper le souffle à la fin de la course de Gabriel Bordier. Dans le dernier tour, on voit qu'il a tout donné pour aller vraiment chercher ce record du monde, cette meilleure performance mondiale de tous les temps. Et c'était vraiment incroyable. C'est des vitesses folles. Vous le savez, on a déjà fait un petit épisode sur la marche et la Coupe d'Europe à Pau-des-Brady il y a quelques mois de ça. On parle pas souvent de la marche, mais c'est quand même une discipline qui est en train de devenir très française, puisque donc Bordier est meilleur perf mondial de tous les temps. Les deux Françaises aussi qui étaient engagées sur le 10 000 mètres marche, Clémence Beretta et Pauline Stey, qui ont réalisé moins de 43 minutes, elles, en marchant également, hein, rendez-vous bien compte. Ce sont les deux meilleures performances mondiales de l'année, également record de France pour Clémence Beretta. Vraiment des performances incroyables, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, à un mois des championnats du monde, à Tokyo, où ce sera sur le 20 et le 35 km marche. Il n'y aura pas de 10 km marche au championnat du monde, mais le meilleur performant mondial de l'année sur le 10 000 mètres marche, c'est Gabriel Bordier, un Français, et les deux meilleures performances mondiales de l'année sur le 10 km marche, ce sont deux Françaises, Clémence Beretta et Pauline Stey. C'est vraiment incroyable. Le niveau de la marche française est en train d'exploser, surtout qu'il y a des petites jeunes, chez les filles notamment, qui sont en train d'émerger, avec le record de France espoir également dans la course, le record de France Espoir, la jeune fille passe même sous l'ancien record de France. Delahaye, je crois, elle s'appelle cette jeune fille. Vraiment, la marche française se porte très bien. Et pour un peu extrapoler sur les championnats du monde qui vont avoir lieu à Tokyo au mois de septembre, là, Gabriel Bordier va aller faire le 20 km marche. Il a un record en 1h18, quelques secondes, mais avec ce qu'il vient de nous faire sur le 10 km marche, on peut vraiment penser qu'il peut être capable de passer sous les 1h18, peut-être même sous les 1h17, ce qui serait vraiment n'importe quoi, hein, et jouer une place de finaliste, voire même un podium, parce que là, Gabriel Bordier, il a tapé un grand coup du poing sur la table au niveau de la marche mondiale, et il va être surveillé à Tokyo. Franchement, ces deux courses-là, hommes et femmes, c'était exceptionnel. Franchement, très peu de vent, des conditions idéales. Et sur 50 coureurs et coureuses, 25 ont battu leur record personnel. Ça veut dire qu'il y a la moitié qui battent leur record personnel. C'est fou ce qui s'est passé là. Moi, je suis très impressionné. Je reviens vite fait sur Gabriel Bordier parce que tu disais c'est des grosses allures. C'est l'allure de 16 km/h. 16 km/h pendant
10 000 mètres. C'est 1 minute 30 aux 400 mètres. C'est fou ce qui s'est passé. Maintenant, Gabriel, son objectif, c'est les médailles internationales et c'est sur 20 km. C'est la distance officielle. Ce sera la distance des championnats du monde. Et j'espère qu'il va pouvoir faire cette performance-là. Franchement, dans des conditions qui seront dans des chaleurs un peu plus importantes certainement à Tokyo. Il va falloir qu'il y ait une acclimatation particulière parce qu'on sait que sur des distances comme ça et à la marche, on prend très très vite le soleil. J'espère qu'il est préparé, j'en doute pas un instant, mais très content de ses résultats sur la marche française. Ça fait du bien d'en parler. Souvent dans les grands championnats, je l'ai regardé dans les finales des JO et des championnats du monde ces dernières années, ça marche un peu moins vite que sur les meetings, donc faudra pas forcément faire moins d'1h18 ou même moins d'1h19 pour être podiumé à Tokyo, mais il faudra, tu l'as dit Stéphane, résister aux conditions climatiques qui risquent d'être un peu dantesques, même si on sera mi-septembre, ça sera pas comme en 2021 pendant les Jeux de Tokyo où c'était vraiment une chaleur accablante, même s'ils étaient pas à Tokyo les marcheurs, ils étaient à Sapporo, un petit peu plus au nord de l'île. Mais c'est sûr que Gabriel Bordier là il va arriver avec une pancarte derrière le dos et il va être observé et c'est quand même une bonne chose pour la marche française. On a hâte de suivre ça et de vous raconter un petit peu les péripéties des Français à Tokyo sur la marche. Et là on va enchaîner Stéphane avec aussi une autre perf qui a été exceptionnel ce week-end, c'est sur le 110 mètres haies, c'était une épreuve qui était attendue avec notamment, on va en parler un petit peu après, la retraite annoncée de Pascal Martino-Lagarde, sa dernière course au championnat de France élite. On va voir qu'il se sera quand même glissé jusqu'à la finale pour une compétition où d'habitude il y a série finale et là cette année il y avait série demi-finale finale, ça faisait faire 3 courses en 2 jours. C'était une belle répétition générale avant des courses de championnat, hein. Ça faisait vraiment penser à un championnat du monde et c'était vraiment hyper intéressant que la fédération ait pu faire ça. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça sur le 100 mètres masculin et féminin parce que ça fait des belles répétitions, même si sur le 100 mètres masculin et féminin on n'aura pas de Français au championnat du monde, hein, on va pas se mentir, ça va être compliqué, mais en tout cas là sur les haies c'était intéressant chez les filles et chez les garçons. Et la perf qui ressort vraiment, Stéphane, dis-nous en 2 mots, c'est Jusqu'au Oumate qui a brisé la barrière symbolique et mythique des 13 secondes en réalisant 12 secondes 99. C'est fou, c'est le 3e Français de l'histoire à passer la barre des 13 secondes. Franchement, la course est exceptionnelle. On l'a senti déjà très très bien en série hier. Et là, aujourd'hui, en demi-finale, 13-11. En finale, 12,99, c'est le 3e meilleur performeur français de l'histoire, le 2e meilleur performeur mondial de la saison. Ça veut dire qu'on a un coup à jouer. Et après, je vais vous donner une stat juste après qui va bien vous parler. C'est aussi le meilleur performeur européen, évidemment, de la saison, le 5e meilleur performeur européen mondial de tous les temps, juste derrière Ladji, Doucouré et Pascal Martino Lagarde. Et c'est aussi le 27e athlète à franchir la barre des 13 secondes. C'est fou ce qui s'est passé. C'était la dernière course de ces championnats de France élite. Tout était monté pour que les conditions soient exceptionnelles avec un vent de dos parfait. Tout a été une réussite dans une course qui était là aussi historique. Les stats sont folles, Alex, parce que sur le 110 mètres haies, il s'est passé quand même des dingueries. Et pas que pour Jusqu'à Oumate, parce qu'il y a eu 6 athlètes qui ont fait leur meilleur résultat de la saison lors de ces championnats de France et 11 records personnels en 3 courses. 11 records personnels, c'est fou quand on sait qu'il y a que 24 athlètes qui sont qualifiés. Ouais, ce qui est intéressant, au-delà de Jusqu'au Oumate, en plus moi je dois avouer un petit mea culpa, j'avais dit que je le trouvais un peu lourd dans le dernier podcast vrai, de présentation des France Élites, que je le trouvais un peu lourd ces derniers temps. À mon avis, là, en tout cas, il m'a clairement donné tort et j'en suis content pour lui. En plus, c'est un gars que j'aime bien. Mais à mon avis, il devait être dans un cycle de travail assez lourd en muscu peut-être ou ces derniers temps et donc c'était pas terrible en compétition. Mais force est de constater qu'il a bien préparé son coup et qu'il arrive en forme le jour des France Élites. C'était ce qu'il fallait pour valider sa qualification pour Tokyo. Mais moi, ce qui m'intéresse, Stéphane, tu l'as dit, il y a beaucoup d'athlètes qui ont battu leur record personnel sur ces championnats et des très jeunes aussi. La relève est là. Erwan Sina, entraîné par Ladji Doucouré, partenaire d'entraînement de Sacha Zoya, réalise 13,27 en demi-finale. 13,27 pour un espoir. C'est une très belle performance. Il est à 5 centièmes des minima. Il ne sera pas à Tokyo malheureusement parce que 3 Français ont fait les minima, Kouamate, Bellocian et Zoya. Mais en tout cas, il inscrit son nom et on va le retenir pour la suite de sa carrière. Et l'année prochaine, il y a fort à parier qu'il sera en lice pour les championnats d'Europe qui vont avoir lieu l'été prochain. Et il y a un autre espoir qui a bien émergé cet hiver, qui était, je crois, finaliste des Europes à Apeldoorn et qui là a réalisé 13,31 en série. C'est Théo Pedre. Théo Pedre, il est espoir 1 en plus. 13,31 en espoir 1, c'est très 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 fort.
Franchement, Pedre et Sina, ils vont se tirer la bourre dans les années à venir. C'est un peu la relève juste derrière Sacha Zoya. Ça promet vraiment des beaux duels pour la suite. Et Stéphane, on les verra pas à Tokyo, ces deux jeunes, mais il y a fort à parier que pour Los Angeles 2028, ils seront dans la course. Le niveau est fou. Je pense que franchement, par rapport à ce on va voir même aux États-Unis, au trial, j'ai l'impression que là, on peut rivaliser à vraiment avec les États-Unis, qui est la grande nation D. Nous, on est l'école française D. Là-bas, c'est un peu un autre système de formation, c'est une autre école. Mais là, ce qui se passe en France, c'est fou, c'est fou. La petite stat, c'est que pour passer en demi-finale, il fallait faire 13,85. C'est dingue. C'est dingue, il y a 16 athlètes qui ont fait 13,85 ou moins, là où il y a quelques années, c'était une finale en 13,85, même 13,90. Juste pour revenir sur cette finale, Just 12,99, Sacha Zoya, il faut en parler, 13,18, c'est quand même un très bon retour après quelques petits pépins physiques. 13,23 pour Willem Bellossian, c'est quand même là aussi du lourd. J'ai eu l'impression, honnêtement, que Willem Bellossian, il a assuré, allez, j'aime pas dire ça, mais assuré un peu son coup, même si c'est dur d'assurer sur les. J'ai eu l'impression que c'était une course un tout petit peu plus propre que ce qu'on a l'habitude de voir. Il s'est un peu moins lâché presque pour assurer la qualif et nul doute qu'il sera vraiment en forme et accompagner Sacha Zoya et Just vers une finale. La dernière stat que j'ai envie de vous dire, Just Kaoumate en 12,99 avec un temps de réaction horrible, 0,219, c'est pas bon. Pour les spécialistes qui nous écoutent, vous connaissez, nous on est francs, c'est pas bon. Il aurait pu gratter un tout petit peu 98, 99, voire passer mieux que 12,97 de la gym et la perf 12,99, ça le placerait, s'il fait ça, en finale des championnats du monde, obligatoirement sur le podium dans l'histoire de tous les championnats du monde qui a pu exister depuis 1920-1930. Jamais un podium ne s'est fait à plus de 12,99 ou 13, c'est sûr, il est Ah oui. assuré de faire podium, il faut qu'il le refasse. Et maintenant, c'est ce qu'on disait un peu sur la marche tout à l'heure aussi, et dans les grands championnats, souvent, ça va moins vite que tout au long de l'année. On l'a vu, le podium à Paris, je crois, il est à 13,09, alors qu'il y avait pas mal d'athlètes qui avaient déjà couru moins de 13. Ce qu'il faut, c'est avoir les nerfs solides sur les haies. C'est comme ça aussi que Pascal Martino-Lagarde a pu écrire sa légende, parce qu'il a rarement fait des très très gros chronos en finale d'un championnat du monde ou des Jeux Olympiques, mais il était toujours celui qui était le plus proche de ses records, de ses perfs, celui qui perdait le moins ses nerfs en finale, et c'est lui a valu de gagner moult médailles à Pascal Martino-Lagarde. Et il y a eu des images très très émouvantes, on l'a vu. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que Pascal Martino-Lagarde, ces dernières années, et presque même toute sa carrière, j'ai envie de dire, on le voyait dans les starting blocks, derrière les starting blocks, avant la course, avec des grosses lunettes de soleil, le visage, les yeux masqués derrière ces lunettes de soleil, peut-être pour se mettre dans sa bulle. Et là, c'est la première fois, je crois, que moi, en tout cas, j'ai eu cette impression qu'on le voyait sans ses lunettes de soleil, un peu comme pour dire, allez, les amis, je vous regarde droit dans les yeux maintenant, je me mets pas dans ma bulle, on partage ça tous ensemble. Et voilà, rien que de le dire, ça me donne un peu des frissons parce que j'ai trouvé ça super beau. Et c'était vraiment, il s'est ouvert un peu à tout le monde, et à la fin, il a lâché prise totalement. On l'a vu s'effondrer en larmes dans les bras de son entraîneur Benjamin Crouzet, avec lequel ils ont construit une carrière incroyable autour de Pascal Martino-Lagarde. On l'a dit, hein, des médailles mondiales en salle, en plein air, des titres européens, en salle, en plein air également, des places de finalistes aux Jeux Olympiques. Il a échoué, je crois, à la 4e place, 5e place au JO. Donc pas de médaille aux JO, et c'est peut-être le seul gros regret qu'il aura de sa carrière. Mais moi, je lui dis, Pascal, il n'y a pas de regret à avoir, parce que tu as fait une carrière exceptionnelle, tu as été un exemple de d'abnégation, d'entraînement, de rigueur, même il a montré l'exemple au-delà du sport. C'est un bonhomme qui montrait l'exemple, et voilà, franchement, on l'a vu exploser en larmes dans les bras de Benjamin Crouzet, et ça nous a tous fait quelque chose, je crois, de voir ce grand monsieur de l'athlétisme français tirer sa révérence. Non, complètement, gros respect, alors que honnêtement, cet athlète-là, moi je l'ai connu quand j'étais très jeune. C'est mon petit moment historique, on va dire, nostalgique. Moi, je l'ai connu déjà avec ses lunettes quand il était cadet ou junior. Et il a impressionné tout le monde, et c'est un gros respect, c'est un grand monsieur. Et il faut le respecter. Et sa plus grande victoire, d'après moi, c'est quand il finit troisième des championnats du monde à Doha en 2019. C'était fou, et je me rappelle vraiment de ces moments-là, parce que les championnats du monde, c'est un autre niveau que les championnats d'Europe, évidemment, et c'est dingue quand même pour un athlète qui a le même âge que nous, Alex. Donc c'est vrai on a arrêté notre carrière un peu plus tôt que lui. Quelle carrière! Oui, c'est vrai, quelle carrière.
Non, en tout cas, grosse finale sur le 110 mètres haies. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de Willem Bellossian, que tu disais qu'il avait un peu assuré la finale. Je suis assez d'accord avec toi, d'autant plus que lui, il avait fait son season best en demi-finale. Il avait fait 13-18, je crois, en demi-finale. Il a été très régulier sur ces championnats. Et peut-être que Bellossian, il est dans une stratégie un peu différente. Il a préparé ses championnats de France, bien évidemment. Mais l'objectif pour Bellossian et Teddy Tamgo, je pense, c'est vraiment dans 1 mois et demi. Alors c'est l'objectif de tous ces garçons. Mais est-ce que Dusko Omoté, alors je vais encore mettre une pièce sur Dusko Omoté, il va peut-être finir par m'en vouloir, mais est-ce qu'il est pas en forme trop tôt? Ou alors est-ce que peut-être il va faire 12,80 et il va encore me faire taire? Et c'est ce que je souhaite également. Mais est-ce qu'il serait pas en forme trop tôt? Est-ce qu'il aurait pas là son pic de forme maintenant? Il aurait bien préparé son coup, c'est ce que je vous disais. Il était lourd ces derniers temps, et là il est en pleine forme. J'espère pour lui que ça va être capable de au moins se maintenir jusqu'à Tokyo, parce que s'il se maintient, il va faire podium, c'est une certitude, mais j'espère que ça va pas descendre progressivement et qu'il va finir en 13-10, 13-15 et qu'il sera 4e ou 5e, ce qui serait vraiment dommage, parce qu'on a envie de voir des Français sur le podium, et les mecs, je pense, comme Sacha Zoya et Bellossian, sont sur une phase ascendante. Vraiment, ils préparent vraiment Tokyo. C'est un point de passage, les élites. Je pense que pour Kouamate, il voulait taper pareil, du poing sur la table, et j'espère qu'il va être capable de tenir sa forme encore au moins 6 semaines. Ouais, cette course en tout cas, elle était historique et on va les retrouver peut-être sur d'autres meetings. Hein, tu dis Alex, mais possible que l'enchaînement soit bien planifié, bien préparé. N'oublions pas que les championnats du monde à Tokyo, ce sera pour lui le 7 ou le 8 septembre, même un peu plus tard, il me semble. C'est plus tard, ouais. Je crois Ouais, que ouais, pardon. ça commence le 13, je crois. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est la ouais. deuxième semaine ou la troisième semaine Ouais, ouais. de septembre, donc il reste du temps. Bon, il reste un peu plus d'1 mois. Faisons confiance en tout cas au coach. Et là, on a envie de vous parler aussi d'un autre athlète. On l'avait vu venir, mais allez, on va pas se mentir, peut-être pas autant. La perf est une sacrée performance. Ça devient le meilleur performeur français, européen, mondial de la saison. C'est au triple saut, c'est Melvin Raffin sur le dernier saut du concours au 6e, 17,52 m. C'est une grosse performance. Ouais, Melvin Raffin, tu l'as dit, meilleur perf mondial de l'été, parce qu'il y a un 17,80 cet hiver pour Andy Diaz et Hernandez, mais voilà, sur la saison estivale, c'est lui la meilleure perf mondiale de l'année, ex aequo avec le Jamaïcain Jordan Scott, je crois. Et c'est monstrueux. Alors il a déjà fait les minima, 17,13 m il y a quelques semaines de ça, à Bondoufle. Là il avait fait dans le concours, il a refait 17,21 m au deuxième essai, donc il avait confirmé les minima et battu son record d'1 centimètre qui datait de ses années juniors. Donc ça fait 7 ou 8 ans qu'il courait après ce record. Il a refait 17,07 au quatrième essai, donc une belle régularité. Et au dernier essai, 17,52 m. Et franchement, Melvin Raffin, ça me fait plaisir de le revoir bondissant, parce que on va parler un tout petit peu peut-être préparation physique et technique du triple saut, mais moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que dans beaucoup de disciplines de l'athlé, il faut trouver un juste compromis entre la force qu'on développe, en musculation notamment, et ce qu'on est capable d'exprimer sur la piste, qu'on va appeler un petit peu la qualité de pied, le rebond. Donc voilà, c'est toujours un compromis entre la force et la qualité de rebond. Et Melvin Raffin, j'ai l'impression qu'il s'était enfermé dans quelque chose où il avait beaucoup de force, mais que ça rebondissait plus. Ça répondait plus, son pied n'était plus assez élastique, il y avait plus de temps de saut au triple saut. Et c'est malheureux pour une discipline comme le triple saut. Il faut qu'on ait du temps de saut, de l'élasticité, tout ça. Et c'est des choses que j'ai revues chez Melvin Raffin, et revues même en mieux que ce qu'il faisait avant. Et franchement, on peut le mettre certainement au crédit de son changement d'entraîneur. Alors Melvin Raffin, il a fait ses gammes avec Teddy Tamgo pendant un certain temps. Ensuite, il était parti avec Grégory Auxin, qui entraîne également Ilionis Guillaume. Ça marchait correctement, mais pas au point de le satisfaire totalement. Et là, il s'est rapproché d'Anthony Yaïch, qui était l'entraîneur de Johan Rapinier, de plusieurs triple sauteurs français qui sont allés loin, de sauteurs en longueur qui sont allés loin. Et force est de constater que là, le travail qu'ils ont effectué, ils ont réussi à retrouver un certain compromis, un certain équilibre entre la force, la puissance, l'élasticité, la qualité de pied, la qualité de rebond, qui fait que Melvin Raffin, il est capable de s'exprimer, je pense, à son potentiel, à son niveau. Et il y a fort à parier qu'il va être capable de reproduire ce genre de choses, parce qu'on voit des vidéos à l'entraînement sur Instagram de Melvin Raffin, et c'est vraiment propre, c'est vraiment équilibré, et ça va encore sortir dans ces eaux-là, peut-être même plus loin, et ça pourra aller jouer une médaille. Ouais, mais complètement. Les 2 dernières éditions des championnats du monde, que ce soit à Budapest en 2023 et au Eugene en 2022, avec 17,52 m, on est assuré d'être sur le podium. C'est vraiment ça. Alors en 2019 à Doha, il y avait un niveau tel
qu'il fallait faire un tout petit peu mieux que ça, mais les autres années, on est sur du 17-40, 17-50. Il va falloir le sortir au bon moment. C'est un peu la même, pas problématique, mais la même solution à trouver que Just Kaoumate, et d'essayer d'être là en finale, déjà de passer les tours de qualification pour après pouvoir se distinguer en finale. C'est quand même la troisième meilleure performeur de l'histoire français. Et quand on compare, quand même, il s'offre le scalp entre guillemets de Benjamin Compaoré. C'est quand même le champion d'Europe à Zurich il y a une dizaine d'années. Donc ça veut dire que des 17-40, 17-50, ça peut lui offrir les portes aussi du très très haut niveau. Donc j'ai hâte déjà de le retrouver et de le revoir sauter. Et nul doute aussi, comme Jessica Oumate, qui seront présents à Tokyo. Ouais, on va suivre ça avec grand intérêt. Et il y en a un qui nous a fait vraiment plaisir ce week-end également, c'est le sauteur en longueur. Pas forcément celui qu'on attendait, Stéphane. On n'avait même pas parlé dans notre preview. Allez, un peu. On attendait Konaté, on attendait Potonnier, les deux qui avaient déjà fait 8 mètres cette année, et on a eu un Tom Campagne de Gala qui réalise 8 mètres 27 à son 4e essai, soit les minima au centimètre près. On avait dit que ces minima, en plus, ils étaient très durs à faire en longueur, très élevés, peut-être même trop élevés, ces minima World Athletics. Donc là, lui, il les a réalisés. Il avait fait 8 mètres 15 juste avant, là, il fait 8 mètres 17, vraiment très fort Tom Campagne. Il a arrêté son concours par la suite parce que je pense qu'il a eu une grosse décharge émotionnelle. Il sait qu'il va aller à Tokyo maintenant, il est qualifié et surtout qu'il a eu des petits pépins physiques tout au long de l'année. Ils se sont avec son entraîneur, ils se sont vraiment appliqués à prendre les problèmes les uns après les autres, les régler pour arriver en forme au bon moment. Et pour le coup, il est vraiment en forme au très bon moment. 8-27 au championnat de France élite, ticket validé pour Tokyo. Ouais, franchement, le saut en longueur masculin, c'est du très lourd, ce qui est en train de se passer. Et encore, c'est pas fini parce que là, il y a 8-27 avec ton Campagne. Comme tu l'avais dit aussi, Alex, dans le preview des élites, Konaté, il peut nous sortir encore des perfs pour rentrer au ranking, ce qui sera aussi le cas peut-être pour Jules Pommery. Peut-être qu'on va se retrouver avec 3 athlètes qualifiés au championnat du monde de Tokyo sur longueur, et ça ferait plaisir. Est-ce que c'est déjà arrivé? On va retracer, nous, les stats et on va analyser tout ça, mais ça m'étonnerait. Ça veut dire que là, on est en train d'assister quand même une relève super intéressante du saut en longueur. Et Tom Campagne, il se place derrière des très grands clients comme Salim Ziri, le recordman de France du saut en longueur à 8,42, Kader Clouchier 8,30 m, Yann Domenech 8,28 m. On est vraiment sur ça, donc c'est vraiment une très grosse perf. N'oublions pas aussi que c'est le 9e meilleur performeur mondial de la saison. Ça veut dire qu'une finale est peut-être envisageable. Il faut être prêt là aussi au bon moment. Et moi, j'ai une petite stat à vous donner, c'est que cette performance-là, et moi, elle me fait plaisir parce que c'est mieux que le meilleur américain lors des trials. C'est vrai, c'est peut-être une des rares épreuves où les Français élites auront été meilleurs que les trials, mais c'est vrai que 8,27, c'est vraiment une performance très impressionnante. Tu l'as dit, 9e perf mondiale de l'année, ça peut rentrer en finale, et surtout que c'est très serré, la longueur masculine, entre 8,25 et 8,35, ils doivent être 6 ou 7, donc ça va être super serré. T'as parlé vite fait de Konaté et Pommery qui pourraient jouer un peu leur ranking. Alors Konaté, franchement, il s'est tiré un peu une balle dans le pied en ne finissant que 4e avec 7,92 m, donc il va pas marquer beaucoup de points grâce à sa place au championnat de France élite. Et j'ai un peu regardé, il va falloir qu'il refasse vraiment une grosse perf au-dessus du 8 mètres avec dans un meeting gold, où s'il peut aller taper une Diamond League et finir dans le top 3 d'une Diamond League, ça serait bien, parce que il va falloir vraiment qu'il marque des gros points pour améliorer son ranking jusqu'à rentrer dans les qualifiables selon World Athletics. Et pour Pommery, ça va être un petit peu pareil, peut-être un tout petit peu plus simple pour Pommery, parce que son 8,05 m, là, il finit 2e. Il marque quand même des beaux points au ranking, donc lui, il va devoir un petit peu refaire un 8 mètres dans un meeting avec un petit peu de points bonus, mais tu l'as dit, Stéphane, on pourrait peut-être avoir, si tout se passe très bien, 3 Français au championnat du monde à Tokyo, et ça serait quand même assez sympa à suivre. Ouais, non, franchement, super. Moi, j'ai vraiment hâte de les revoir sauter. Ces mecs-là, ils sont en train de se tirer la bourre. Franchement, très lourd. Ce qui a été une sensation, j'ai envie de dire, 2 grosses sensations, il faut qu'on vous en parle forcément, c'est sur le demi-fond. Moi, j'ai été ultra choqué. J'étais présent.
Et franchement, je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer?» C'est un moment de dingue, c'est 2 moments de dingue. Et d'abord sur le 800 mètres homme, avec Gabriel Tual, qui est pourtant le recordman de France du 800 mètres, finaliste olympique l'année dernière au JO de Paris 2024. Franchement, il a raté le coche. Alors on le sait, un tout petit peu blessé au tendon, on sait qu'il a eu quelques galères, mais là, il s'est passé quand même une dinguerie. On va y revenir dessus. Et la deuxième petite sensation pour moi, Alex, c'est sur le 1500 mètres féminin, Agathe Guillemot qui se fait battre, c'était la grande favorite, on voyait pas comment c'était possible, et honnêtement, je l'ai vu crisper comme jamais, je l'ai vu crisper les 150 derniers mètres d'une course, et c'est Adèle Gay, l'espoir, qui passe devant dans un temps de fou, et c'est le record de France espoir. Toi, Alex, depuis ta télé, est-ce que vraiment t'as vu venir le truc ou pas? Bah franchement, moi j'étais pas sur place, mais je crois savoir que hier, donc c'était samedi, la deuxième journée des France Élites, il y avait quand même un petit peu de vent. Et dans la ligne droite opposée, je pense que les deux, Guillemot comme Tual, ils ont fait la même erreur. Ils ont été un peu présomptueux, mais c'est leur statut qui leur vaut ça aussi. Ils ont mené la course, ils ont lancé le sprint final. Et les outsiders sont restés derrière, cachés, protégés du vent. Ils ont dépensé beaucoup moins d'énergie. Et dans la dernière ligne droite, les deux, que ce soit Tual comme Guillemot, ils se sont effondrés comme jamais on les a vus s'effondrer. Et je pense que c'est un peu le résultat de leur débauche d'énergie. Alors Agathe Guillemot, en plus, elle a mené toute la course, elle, donc elle a pris le vent tout le long. C'était vraiment, je pense qu'elle finit vraiment moins bien que d'habitude parce que vraiment, elle a pris le vent toute la course. Et Tual, bon, il y a que 2 tours, mais sur un 800 mètres au niveau national, maintenant, on sait qu'on a des clients. Et s'il y a un mec s'il est pas vraiment au-dessus du lot, Tual, c'est compliqué. Et en plus, tu l'as dit, il a eu des petits pépins physiques au printemps avec des tendons d'Achille récalcitrants. Et là, il y avait quand même un client, il y avait Yanis Méziane qui s'est mis sur son porte-bagages et qui l'a déboîté dans la dernière ligne droite et qui s'est, à mon avis, vengé aussi de l'année dernière et de sa grosse déception de ne pas participer aux Jeux Olympiques alors qu'il était qualifié, il avait fait le chrono, mais il avait fini seulement 4e des élites derrière Tual, Robert et Leclésio, et donc il n'avait pas pu participer aux Jeux Olympiques à Paris. On sait que c'était une grosse cicatrice, une grosse blessure pour lui, et là, je pense il a tourné la page de cette blessure psychologique, et il va pouvoir se projeter sur Tokyo, Yanis Méziane, avec d'ailleurs Gabriel Tual, hein, puisque personne d'autre a réalisé les minima. Donc, s'il y aura certainement que 2 Français, sauf si un Français fait les minima d'ici le 24 août et la fin de période de qualification. Ouais, tous ces athlètes-là vont chercher vraiment les gros meetings. C'est pas facile à trouver, mais je pense qu'ils auront l'occasion de recourir peut-être vite. En tout cas, ça c'est le boulot des agents et des coachs. Juste pour revenir sur cette course, n'oublions pas que Yanis Méziane, en série, il s'est passé quand même un peu des dingueries avec des faits de course assez violents. Et il a été repêché, la course a été révisée. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon, et ça lui permet aussi de s'être fait une frayeur, mais peut-être aussi d'avoir une excitation peut-être un peu plus importante pour la finale. Yanis Méziane qui gagne à une 45-24. On vous a pas dit les chronos, mais une 45-24, c'est quand même du lourd pour ces athlètes français. Et voilà, c'était ce qu'il Ouais, fallait souligner. Yanis Méziane qui a été dans un premier temps disqualifié C'est de ça. sa série, donc pas qualifié pour la finale, et qui au fin fond de la nuit, vers 23h30, a été requalifié finalement par un jury d'appel. C'est vrai qu'il avait fait il y a eu des belles bousculades, donc bon, tant mieux pour lui. En tout cas, il a été repêché. De toute façon, même s'il n'avait pas été repêché, bon, il n'aurait pas été champion de France élite, il n'aurait pas pu faire cette course-là, mais il aurait certainement été qualifié pour Tokyo quand même. Donc ça n'a pas une grosse incidence sur la suite de sa saison, mais c'est vrai que moralement, ça doit lui faire du bien d'être repêché, pouvoir s'aligner, gagner la course, avec la manière en plus en battant Tual qui lui était à domicile avec un public vraiment acquis à sa cause. Donc c'était une très belle victoire pour Yanis Méziane. Et on va enchaîner par vous parler d'une autre épreuve de demi-fond qui a été hyper intéressante. C'est le 1500 mètres masculin. On l'attendait, hein, c'était la course de ces championnats et on en parle que maintenant en 5-6e position dans notre débrief parce que effectivement c'était une course que tout le monde attendait. Mais quelque part, il n'y a pas eu de très très grosse surprise. Asdin Habs a validé son ticket en gagnant la course d'une main de maître en 3,33, record des championnats pulvérisé de plus de 3 secondes. 3,33 en finale d'un championnat de France élite, c'est vraiment très très fort. Bon après, aux trials, ça s'est gagné en 3,30. Hein. Je crois que les 5 premiers étaient en moins de 3,33 aux trials. Mais là, France Elite, Habs 3,33 qui gagne devant
devant, je sais même plus qui c'est qui est Romain derrière. Mornay. C'est Romain Mornay qui valide son ticket pour Tokyo et Paul Anselmini qui valide également son ticket. Les gros déçus, ça va être Flavien Schott qui arrivait vraiment avec la deuxième paire française de l'année. Il avait couru 3,30 et finalement il finit entre guillemets que cinquième. Pierrick Jocteur-Montrosier, il a tenté sa chance. Lui aussi, il avait fait les minima. Il a tenté de faire un gros dernier 500 mètres, mais il s'est fait cueillir dans la dernière ligne droite. Il finit sixième. L'espoir Anas Lagati, je pense qu'il est cramé de ses Europes. Là, il arrive un peu en bout de course. Il est passé à côté de sa course. Et il y en a un autre qui doit être déçu, c'est Louis Gilavert qui finit quatrième, tout proche de Paul Anselmini, mais malheureusement, même s'il réalise les minima dans les 3 semaines qui viennent, il ne sera pas pris pour Tokyo, puisqu'il fallait réaliser le minima et être dans les 3 premiers au championnat de France Élite. Par contre, je souligne, Alex, que tu avais vu Paul Anselmini, parce que tu l'avais dit dans le preview que tu le voyais faire avec un très gros finish. Il finit troisième. Pour celui qui est seulement espoir, franchement, une très très belle course. Paul Anselmini est en train de se placer comme un des peut-être potentiels demi-finalistes ou finalistes, franchement, au monde. Je m'emballe un peu, mais au moins passer un tour, ça devrait être possible. Il avait déjà fait, je crois, l'année dernière le 800 mètres à Rome, au championnat d'Europe, où il avait montré de grosses qualités de compétiteur en grand championnat, puisque je crois que c'était qualifié pour la demi-finale en battant son record ou en étant très proche de son record en série à Rome. Et ouais, c'est un mec de championnat. Il vient de faire vice-champion d'Europe au championnat d'Europe Espoir. Paul Anselmini, c'est un mec qu'il va falloir suivre dans les années à venir parce que alors il a pas le record de France Espoir, hein, c'est l'autre espoir de la course. Là, on en a parlé, qui est passé un peu à côté, qui l'a réalisé. Mais Paul Anselmini, c'est un vrai mec de championnat, j'ai l'impression, et on va le suivre dans les années à venir. Effectivement, juste pour revenir sur cette course quand même, Azdin Abs, je l'ai vu très très content, très excité de gagner, alors que franchement, on pourrait s'attendre à ce qu'avec 3,27, meilleur performeur mondial de la saison, il puisse se dire, bon, franchement, je suis protégé. Là, on avait l'impression qu'il n'était pas protégé, il était même un peu tendu au départ, et à l'arrivée, une explosion de joie, comme on a rarement vu chez lui. Honnêtement, très costaud. Mais moi, je trouve que ça me surprend pas tant que ça, parce que, comme tu l'as dit, il était pas protégé, Azdin Abs, Ouais. malgré son statut, tout ça. Lui, il a pas fait finaliste au JO l'année dernière, donc il avait pas de statut de protégé. Ils étaient 6 à avoir fait les minima, et on a vu en plus dans la course de Tual. Tual, il finit 6e de la course. Imaginons, Abs il finit 6e de la course, il va pas au monde, alors que c'est un mec qui peut ramener une médaille. Donc il devait être vraiment très très tendu. En plus, on l'a vu en série hier, la veille, samedi, il y a eu une grosse chute de Louis Gilavert qui a entraîné dans sa chute Maël Gouillette et Anicette Cozard. Finalement, les 3 ont été repêchés pour la finale. Cozard ne s'est pas présenté, certainement un peu blessé. Maël Gouillette, il est venu avec un gros plâtre, il a une fracture du radius. Et Louis Gilavert, il échoue à pas loin derrière Abs. Donc Abs, il était stressé, il était très tendu et il pouvait passer à la trappe. Et c'était lui qui avait le plus gros à perdre, en tout cas, dans cette course. Ouais, effectivement, il y en avait un qui avait aussi beaucoup à perdre, j'ai envie de dire. C'est sur le 5000 mètres homme. Cette course-là, moi je l'attendais avec impatience. Il s'est passé pas mal de choses intenses. Jan Schreb, il avait beaucoup à perdre. Moi, je vous dis pourquoi, parce que Jan Schreb, ça fait plusieurs années, il y a un affrontement avec Jimmy Gressier. Jan Schreb, pour moi, il s'est préparé à une course tactique comme il s'est jamais préparé à une course tactique. Ça se gagne en 13-31, assez loin des standards qu'on peut leur connaître entre Jimmy, Yann ou même Étienne Daguinos, parce que ces mecs-là, ils sont à moins 13-31. C'était pas une course de fou furieux, mais c'était une course de fou furieux tactiquement. Jan Schreb, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il a travaillé sa vitesse cette année. Il a fait 3,31. Il faut pas l'oublier, il y a quasiment un mois au 1500 mètres, 3,31 pour un coureur de 5000. Je vous le rappelle, c'est le top mondial. Il y a très très peu de coureurs de 5000 qui font moins de 13 minutes, qui sont capables de courir en 3,31. Il fait partie du gratin mondial des gars qui savent finir fort. Il a battu de quelques centièmes Jimmy Gressier dans une course de fou. Franchement, je me suis régalé. Tous les connaisseurs s'accordent à dire que c'était une des plus belles courses de ce championnat et peut-être même une des plus belles courses de demi-fond de l'histoire des championnats de France élite. Il y avait vraiment de tout dans ce championnat. Un Jimmy Gressier qui dynamite la course, qui lance des attaques. On se serait cru encore sur le Tour de France. Attaque de Contador, c'était un truc de fou. Franchement, quand on regardait ça, on se disait mais attends, il fait quoi là, à partir tout seul devant? Les autres s'accrochaient. Il y avait des mecs comme Daguinos ou Legendre qui relançaient à des moments donnés. On sent que ça a essayé un peu d'émousser. Ils sont tous un peu jaugés.
Et Schrub, lui, il est toujours resté un peu derrière. Il répondait, il temporisait tranquillement. Il savait que lui, sa course à lui, c'était dans les 400, 500 derniers mètres, peut-être même les 800 derniers mètres. Et il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé. Il est venu cueillir Jimmy Gressier dans la dernière ligne droite. Mais attention, s'il a été en mesure de cueillir Jimmy Gressier dans la dernière ligne droite, c'est parce qu'aussi Jimmy Gressier a été ultra fair play à un moment donné dans la course, où Yann Schrub, il a failli se casser la gueule. Jimmy Gressier l'a un peu rattrapé et lui a permis de ne pas tomber. C'était une preuve de fair play énorme. J'ai trouvé ça magnifique. Et moi, il y a quelque chose que je voulais dire sur ce. Alors, j'allais parler de Jimmy Gressier et Yann Schrub, mais on peut peut-être l'étendre même à tout le demi-fond français qui s'entraînent souvent ensemble. Même s'ils n'ont pas les mêmes entraîneurs, on les voit, ils partagent des séances à Font-Romeu, un peu en stage, en Afrique du Sud, à Montegordo. Ils partagent des séances, tous ces demi-fondeurs français. Et alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que souvent, on peut aimer un petit peu le trash talking à l'américaine, à Kerley, Lyles, même Tebogo, maintenant, qui se mettent à faire du trash talking. Mais moi, j'ai envie de dire que le friendly talking, on va l'appeler comme ça, des demi-fondeurs français, ben moi, il me fait plaisir. Ces mecs-là qui, sur les réseaux sociaux, se félicitent, se congratulent, se charrient un petit peu, mais on sent qu'il y a une vraie belle ambiance entre tous ces mecs-là, et ça a été matérialisé par ce fait de course où Jimmy Gressier rattrape Yann Schrub dans une chute qui lui pendait au nez à Yann Schrub, et ils se remettent à faire la course normale comme si de rien n'était. Dans l'histoire, Gressier, il s'est pris 2 points de suture sur le tibia, il a fini la course, et franchement, c'était magnifique. Il y avait tout dans cette course, il y avait du panache, du dynamique, du fair play, de la performance, c'était magnifique. Non, c'est vrai, c'était magnifique et il faut retenir ces courses-là et ces athlètes-là, ils ont vraiment tout à faire pour Tokyo parce que franchement, Yann Schreb, il a pas couru depuis 1 mois, il a abandonné à Monaco. On dirait que vraiment tout est planifié pour les championnats du monde à Tokyo. Je pense qu'il va être très très fort. Alors on le sait face au plateau, même aux Américains, c'est très dur d'accrocher le bon wagon, mais si ces mecs-là, ils accrochent le bon wagon, honnêtement, la France peut espérer des places de finalistes et ce serait franchement incroyable. Et moi, j'y crois beaucoup. On passe peut-être à la perche parce qu'on attendait cette épreuve-là avec notamment Renaud Lavillenie, la perche masculine, parce que allez, je dis pas un peu déçu de des performances depuis quelques semaines, mais on a tellement été enthousiaste des performances de cet hiver qu'on s'attend à des perfs de fou cet été. C'est pas trop le cas, je vais pas vous mentir. On aime bien être transparent, nous, dans la chambre d'appel. On est un peu déçus de ce qu'on va vous présenter là parce que à ce jour, il y a que Renaud Lavillenie qui est qualifié officiellement, en tout cas, ou presque officiellement pour les championnats du monde, ou du moins qui a réalisé les minima pour les championnats du monde. Derrière, c'est 5,72, 5,65. On est un tout petit peu déçus, mais Renaud Lavillenie, il faut le dire, il nous a sorti un très gros concours à 5,82 m. Il est toujours présent. C'est fou. Renaud Lavillenie, quand même. Ah, on n'est pas déçu de Renaud Lavillenie, par contre. Ah non. Il est en train de faire mentir l'horloge biologique. On a l'impression qu'il est revenu 3-4 ans en arrière. J'ai presque l'impression qu'il est en train de reavoir le niveau qu'il avait à Eugene en 2022. Je crois qu'il avait fait 5,87 si je dis pas de bêtises. Et il était tout proche de passer 5,92 en finale des mondes à Eugene. Et c'était il y a 3 ans déjà. Et je pense qu'il est à peu près au même niveau et que on n'est pas encore à Tokyo. Peut-être qu'il sera même encore meilleur qu'à Eugene. Parce que là, il a fait 3 belles tentatives à 5,92 m. Il a pris des repères. En plus, on a été les premiers à dire que Renault réalisait souvent des performances sur tumbling. Là, pas du tout. C'est une piste normale à Talence. Et franchement, il a fait des vrais beaux sauts et un concours de champion parce que première barre 5,65. Déjà, ça commence super haut. C'est ce qu'il faisait un peu à son prime. Renaud Lavillenie, une barre à 5,65. C'est ce que fait Duplantis en général. Il commence à 5,60. Là, Lavillenie, il commence plus haut que Duplantis. Chapeau déjà. Et il a réussi au premier essai. Ensuite, double impasse à 5,72 et à 5,77 pour s'attaquer à 5,82. Il la passe au premier essai. Franchement, c'est un concours d'un mec qui va viser une médaille au championnat du monde. Après, il va peut-être lui en manquer un petit peu parce qu'on sait que Duplantis, Caralis qui a passé 6,08 ce week-end au championnat de Grèce avec une marge incroyable, et il y aura d'autres gars autour de 5,95 m, 6 mètres. Ça va peut-être être un tout petit peu trop haut pour Renault, mais Renault, il 39 ans bientôt, je crois. Franchement, c'est incroyable et on a hâte déjà de voir ce que ça va donner à Tokyo parce qu'en plus, il risque d'être un petit peu tout seul parce qu'à l'heure actuelle, Collet, Amirati ou Cormon,
qui là finissent 2, 3, 4 de ce concours, n'ont pas réalisé les minima encore. Et je crois savoir qu'il faudra faire 5,82 m pour partir à Tokyo parce que la période de réalisation des minima, c'est à partir du 1er avril 2024. Alors ils ont tous fait, surtout Collet a fait 5,91 ou 12 cet hiver, mais ça ne comptera pas, je crois, pour la qualification pour Tokyo. Non, là, il faut vraiment que les gars, ils se réveillent, quoi. Nous, on les adore. Franchement, les gars, allez-y, quoi. Il faut trouver les meetings, il faut sauter. On veut 3 Français sélectionnés au championnat du monde de Tokyo. Enfin, c'est pas possible que ce soit encore Renaud Lavillenie. Ce serait incroyable pour lui. Et ça mettrait encore plus sur un piédestal Renaud, qui a un palmarès incroyable, parce que c'est son 19e titre de champion de France élite, que ce soit salle ou plein air confondu. Mais Thibaut, Ethan, écoutez-nous là, il faut trouver les meetings, allez-y. Et je pense que même le tumbling doit compter, donc il faut tout faire pour se qualifier au championnat du monde, parce qu'on sait que lors des championnats du monde à Tokyo, ces mecs-là, ils peuvent sortir des très très grosses perfs. Et moi j'y crois, on doit avoir 3 Français dans toutes les disciplines et surtout la perche. Ouais, bon, tu parles du 19e titre de champion de France élite de Renaud Lavillenie. C'est vraiment un tout petit joueur à côté de Mélina Robert-Michon, et on va finir ce podcast par cette stat qui remporte son 42e titre de championne de France. Alors autant Renaud Lavillenie est inoxydable, autant Mélina Robert-Michon a trouvé la source de jouvence, c'est comme ça qu'on dit. Elle ne vieillit pas. L'âge n'a aucun effet sur elle. Elle réalise encore plus de 61 mètres. Elle a pas fait elle non plus les minima pour les minima français pour Tokyo, qui sont un peu plus de 64 mètres. Elle a fait 64,03, mais je crois qu'il lui manque 50 centimètres. Et on espère qu'elle va les réaliser, parce que ce serait vraiment un crève-cœur de pas l'avoir au championnat du monde. Cette grande championne de l'athlétisme français, 42 titres de championne de France, c'est incroyable. Non, mais on n'a pas les mots, franchement, il faut le dire, elle est tout le temps présente. Moi, j'étais là à son échauffement, j'étais à côté d'elle et il y avait une forme de respect qui était exceptionnelle. Moi, j'ai vu des juges et des bénévoles prendre en photo uniquement Mélina. Enfin, c'est dingue, quoi. Elle dégage quelque chose de fou, et même quand elle s'échauffe, elle est encore dans une routine, j'ai envie de dire, de gamine, excusez-moi l'expression, mais elle est là, elle est dans sa bulle, elle est vraiment en très grande concentration avec elle-même. Quand elle s'échauffe, c'est vraiment de la danse qu'elle fait, c'est magnifique. Les juges ont été bluffés de ça, et je les entendais à côté de moi dire, mais c'est Mélina, quoi. Ils ont pas fait ça sur d'autres athlètes, ils ont fait ça sur Mélina Robert-Michon, la grande dame de l'athlétisme français, et il fallait on devait revenir là-dessus, et c'était un grand moment de respect que je voulais vous partager. Surtout que Mélina Robert-Michon, elle gagne un titre, mais il y a quand même de la concurrence en ce moment sur le disque féminin, avec notamment Amanda Ngondu Ntumba qui a réalisé 63 mètres cette année. Donc elle aurait pu, si elle était à son meilleur niveau, Amanda battre Mélina. Mais finalement, lors des championnats de France, c'est toujours Mélina qui s'en sort et qui remporte la mise. Bon Alex, moi je me suis régalé, j'y ai été. À Talent, c'était des grands moments, mais par contre, moi, j'ai 2 petites stats à vous donner. La première, qui va peut-être pas faire plaisir à la fédération, mais franchement, on est obligé, on doit être le plus neutre possible, nous, et donner notre avis. C'est pour ça que je vais vous dire ça. Tom Campagne, c'est le seul athlète, le nouvel athlète en tout cas, à réaliser les minima pour les mondiaux de Tokyo. C'est le seul qui les a réalisés aujourd'hui, ce week-end à Talent. C'est assez rare de voir ça. Souvent, il y a une pluie de minima. Certains les ont déjà réalisés dans des meetings ou lors de leurs championnats respectifs en région. Mais par contre, on a souvent des minima qui sont réalisés le jour J des nouveaux. Là, on a et c'est le seul, c'est Tom Campagne. Donc franchement, il faut le souligner, c'est assez rare. Et la deuxième stat, Alex, et je sais que tu vas rebondir là-dessus, c'est une évidence, c'est sur les perfs un peu... J'ai pas envie de dire chaotique, parce que je respecte beaucoup trop les athlètes. Il faut se poser la question pourquoi ces perfs-là n'ont pas été exceptionnels. Les perfs du 100, du 200 et du 400. 100, 200, 400, on a très peu de records personnels, très peu de meilleures performances de la saison. Quand je vous parle de ça, c'est par exemple sur le 100 mètres homme, le 200 mètres homme, le 400 mètres féminin. 0 meilleure performance de la saison pour aucun athlète, 0 record évidemment pour les athlètes. C'est une stat qui n'est jamais arrivée dans l'histoire des championnats de France. J'ai fait tous les championnats de France, ce n'est jamais arrivé. 200 mètres filles, on est quasiment sur ça. 100 mètres filles, on est quasiment sur ça. Il y a que sur les haies où là, ça a été une explosion de records. Pourquoi, d'après toi, il y a eu très peu de records personnels à Talent sur le sprint?
Bah, si on regarde bien, j'ai l'impression que la journée où il y a eu le plus de records sur le sprint, notamment les haies et le 400 mètres masculin, il y a eu quelques records, c'était dimanche. Et je pense que les conditions météorologiques, les conditions de vent étaient vraiment bonnes dimanche, alors que vendredi et samedi, elles étaient pas terribles. On en a parlé tout à l'heure sur les épreuves de demi-fond. Dans la ligne droite opposée, quand on a du vent de face sur un 400 mètres, et je crois que la finale du 400 mètres féminin était le samedi soir, et c'est impossible de perfer à l'arrivée. Donc ça, c'est pas très surprenant. Par contre, s'il y a du vent de face, ligne droite opposée, ça veut dire qu'il y a du vent de dos dans la ligne droite. Donc on aurait dû voir des grosses perfs sur le 100 mètres, mais peut-être qu'il faisait un petit peu frais, peut-être que... Ouais, parce que c'est vraiment mauvais hein, sur 100 mètres, les performances masculines notamment. C'était vraiment pas terrible, donc je sais pas. Peut-être que la piste de Talence n'est pas rapide, mais il y a eu quand même quelques belles performances. Je sais, j'arrive pas à expliquer pourquoi le 100 mètres masculin n'est pas allé plus vite que ça. Peut-être que le vent était tournoyant, peut-être que il était vraiment de face dans la ligne droite opposée, mais la tribune ne protégeait le vent dans la ligne droite principale et du coup il y avait pas vraiment de vent dans le dos. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est très surprenant. Et en tout cas, le dimanche, les conditions étaient parfaites et ça a perfait. Donc, c'est pas que les athlètes ne sont pas en forme, c'est qu'il devait y avoir un microclimat, un petit quelque chose qui n'allait pas vendredi et samedi. Mais c'est quand même très étonnant, hein. Moi qui y étais, j'ai été très surpris du vent. Bon, sur le 400, sur le 800, mais sur le 100 mètres et le 200, ça soufflait pas tant que ça. Très étonnant des performances. Je pense que les athlètes ont été ultra frustrés. Et pour parler un peu avec quelques entraîneurs régulièrement sur les 3 jours, très déçus, très frustrés des perfs sur 100-200, hein. Honnêtement, que ce soit masculin ou féminin, ça a été très compliqué. Les athlètes, ils sont évidemment pour rien. Moi, je pense qu'ils étaient prêts, mais on avait annoncé un Jeff Ferrius, on avait annoncé un Ryan Zezé, on avait annoncé de très grosses performances, on les a pas eues, que ce soit sur 100 mètres et sur 200 mètres, et je pense qu'il y a une remise en question, j'espère un bilan, un audit de ce qui s'est passé pour de la Fédé en se disant comment c'est possible parce que nos athlètes français ne peuvent pas faire les minima le jour J. C'est très étonnant. Alors, à contrario, on a à Eugene des conditions exceptionnelles pour les trials où 7 gars font moins 9,92. Ce n'est pas comparable, mais il faut comparer avec les autres pays européens. C'est pas une atteinte à la fédération. C'est juste se poser la question est-ce que c'est la bonne piste, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas à Talence. Et je pense qu'ils prendront les bonnes décisions pour les années futures, sachant qu'on sait que l'année prochaine ça devrait pas être le cas parce que normalement les élites sont à Albi. Bah oui, mais voilà, je pense que là tu viens de donner la réponse à l'interrogation qu'on se pose. Les Américains, ils sont pas cons, hein. Ça fait 4 ou 5 ans qu'ils font les élites, les trials à Eugene. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure piste du pays, c'est là qu'on sait qu'il y aura des bonnes conditions. Tout est organisé pour favoriser la performance. Nous, on est allé quand même se foutre des championnats de France élite à Caen une année. On va à Angers toutes les années de Jeux olympiques. Alors c'est bien, mais c'est pas les meilleures pistes de France. Talence, encore une fois, c'est certainement pas le meilleur endroit de France pour perfer. Donc voilà, c'est cool, on fait plaisir aux présidents de ligue, on fait plaisir aux politiques. Voilà, c'est très politisé l'athlétisme en France, mais si on pense un peu aux athlètes, tous les ans on fait les élites à Albi et tous les ans on aura des performances peut-être en sprint et ça n'empêchera pas les demi-fondeurs de faire des performances parce qu'ils n'ont pas besoin d'être performants, ils ont juste besoin de se mesurer les uns aux autres. Ça n'empêchera pas les lanceurs de faire des performances, les sauteurs de faire des performances. Par contre, les sprinteurs, là peut-être qu'on pourra dire ben voilà, on est dans les meilleures conditions possibles pour aller chercher des minima parce que faire 9,96 à Talence, je pense que c'est impossible pour un sprinter français. Faire 9,96 à Albi, bah c'est possible. L'année dernière, Jeff Ferrius, il a fait 9,98 à Albi, donc voilà, c'est un peu CQFD, c'est la démonstration par l'absurde, mais il faut vraiment que les politiques de la Fédé, à un moment donné, ils arrêtent de faire plaisir aux copains et qu'ils mettent les élites dans des stades où on sait qu'il va y avoir de la performance. Et ouais, maintenant, Stéphane, on va se tourner tranquillement vers les trials. On va regarder la dernière soirée des trials ce soir sur nos téléphones, sur nos écrans, et on vous fera un petit débriefing très rapidement. D'ici là, les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas de suivre l'athlétisme et notamment la chambre d'appel. Ciao les amis.